un des piliers du cloud et sur lesquels, si quelqu'un fait du cloud, il doit être conscient de ça et c'est la notion de scale to zero et de scale to la charge que tu veux. Genre pour rien en fait, t'as rien à faire à part savoir comment utiliser la bonne option dans le truc. Parce que derrière, en fait, tu vas utiliser dans GCP par exemple, tu vas avoir en fait accès à l'infrastructure que Google utilise pour ses propres services, ce qui est énorme en fait, parce que eux ont eu ces problématiques-là de pouvoir avoir un moteur de recherche qui est disponible en France, en Allemagne, en Australie, ce que tu veux. Et du coup, en fait, ils se sont dit, en fait, on va juste proposer exactement la même chose, mais à n'importe quelle entreprise. Pour avoir une carrière, disons, efficace, faut se nicher, en fait. Tu peux pas, en fait, tu pourras pas comprendre tout AWS, tu pourras pas comprendre tout Azure en même temps et tout GCP. Donc souvent, j'entends les gens qui me disent, ah oui, mais au bout d'un moment, j'en avais marre d'AWS, alors je suis parti sur Azure. Ah, j'aimerais bien changer, tu vois. Très bien, si ça vous fait plaisir, faites-le. C'est pas ce que je recommanderais, en fait. Ce que je recommanderais, c'est vraiment, en fait, d'en choisir un et de le garder, quitte à faire des intermissions, là où AWS et Azure ont les meilleurs commerciaux. Donc, c'est vrai. D'accord. En fait, c'est les clouds qui sont les plus déployés. En fait, GCP a les moins bons commerciaux, mais c'est un cloud qui a des services qui sont très performants. BigQuery notamment, c'est genre le différenciateur et la killer technologie de GCP. Ouais. Mais il y a aussi plein de trucs. Cloud Composer est un excellent service manager. Je pense avoir reçu peut-être 2 ou 3 propositions de mission qui n'étaient pas liées à du cloud. D'accord. Et plus qu'une impression, c'est même théorisé, c'est le livre qui s'appelle Fundamentals of Data Engineering, les éditions Aurélie. Les auteurs, ils le disent en fait, genre ils disent, en fait, ce qu'ils auraient voulu, c'est parler uniquement de data ingénierie et laisser de côté le reste, la data science, etc. Mais en fait, ils disent, on ne peut pas ignorer le cloud. En fait, c'est trop intrinsèquement lié. Un truc, alors un type qui est vraiment, je trouve, hyper efficace pour approcher un nouveau sujet, et ça je l'ai fait pour le cloud. En gros, mettons, mais typiquement t'as le cas du data scientist qui veut devenir data ingénieur. Donc t'as tes compétences de data scientist, tu vois à peu près ce que c'est que la data ingénieur, mais tu sais pas trop ce que c'est en détail. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur YouTube et je me suis bouffé des vidéos de tutoriels en fait, mais en vitesse x2. Et en fait, je comprenais rien à ce qu'ils disaient, mais ça c'est une technique que j'ai vu d'autres personnes utiliser et en fait, je trouve qu'elle est vraiment efficace. En fait, elle va être un peu brutale, un peu bourrin, mais en fait, c'est une des plus rapides que je trouve. Si t'as pas la capacité de faire autrement, si t'as un peu honte de demander à tes collègues, en vrai, je pense que la meilleure méthode, c'est de demander à tes collègues, en fait. Mais tu peux pas leur demander tout le temps. Bonjour et bienvenue sur Data Academy, la chaîne dédiée aux formations et Success Story Data. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Brun, un data ingénieur cloud qui a une très belle expérience derrière et devant lui. Donc il est aujourd'hui freelance et j'ai trouvé pertinent de l'inviter sur nos studios pour qu'il nous parle à la fois de son parcours, pour qu'il présente c'est quoi le cloud, pour qu'il nous parle aussi du freelancing, pour qu'il nous parle un peu de ses activités, de ce que ça a changé dans son métier de data ingénieur de passer sur le cloud, etc., etc. Donc Jean-Baptiste, merci d'être présent pour ce podcast. Avec plaisir, bonjour Émilie. Et d'ailleurs, mes excuses publiquement pour t'avoir ignoré en message alors que tu m'avais invité dans son podcast. Et c'est en re-scrollant dans mes messages que je t'ai retrouvé, je me suis dit mince, je lui ai pas répondu. Donc désolé. Il n'est jamais trop tard. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te découvrent, même si je sais que tu as une très belle communauté aujourd'hui sur LinkedIn? Oui, après, je pense pas être connu non plus tant que ça, mais aujourd'hui, je suis un data ingénieur Python GCP. Donc orienté cloud, orienté GCP. D'accord. Voilà. C'est suffisant. Je pense que ça c'est la base. Ouais. Aujourd'hui, je suis en intermission. Je sors d'une mission tout juste chez ADO, qui était une mission
orienté machine learning, dans lequel le but était de construire un moteur de recommandation basé sur l'IA. Il y avait toute une partie récupération de données, pipeline, construction d'un set de données intéressant pour pouvoir l'entraîner sur du machine learning, soit dans du GCP, dans du BigQuery, dans du Airflow. Et après, une partie un peu plus opérationnelle, donc IA temps réel, pour servir des décisions et optimiser un process de supply chain hyper précis, mais appliqué à l'ensemble des pays du monde. Ça fait des retours sur investissement assez colossaux. Et voilà, donc ça c'était c'est ça dont je sors aujourd'hui. Et demain, je me dirige vers des missions data ingénierie. En fait, toute la partie IA, je la laisse tomber parce qu'en fait, tout le monde veut faire ça aujourd'hui et moi, en fait, je m'en fiche. Ouais. Enfin, je m'en fiche. Si demain j'ai une mission basée sur l'IA, c'est cool, mais je vais pas me battre en fait comme tout le monde. Ça m'intéresse pas. Enfin, mon truc, c'est plutôt la data ing autour de GCP. Voilà. D'accord. Du coup, c'est intéressant que tu parles de GCP parce que du coup, ça nous renvoie au cloud. Et j'aimerais bien, pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui découvrent ce mot aujourd'hui, que tu expliques un peu c'est quoi le cloud et pourquoi on en parle d'ailleurs. Et c'est une question qui a l'air un peu basique comme ça, mais en fait, c'est une excellente question. Donc, je pense que finalement, c'est devenu. Enfin, peut-être les gens qui rentrent dans la data aujourd'hui ou dans la tech, ouais, en fait, ils vont être. Une partie de la population va être de base exposée au cloud, en fait, mais sans forcément savoir c'est quoi les alternatives et pourquoi on en est arrivé là. Donc, le cloud, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi le cloud, c'est que, en fait, c'est compliqué pour des entreprises de monter des infrastructures avec des services quoi, pour faire pour rendre pour automatiser des opérations, pour afficher de la donnée pour des use cases finaux en fait. C'est compliqué tout ce qui est infrastructure derrière. Et donc, si on remonte un peu le temps, si on repart un peu dans le début, on avait des entreprises qui avaient derrière leur modem internet des espèces de salles qui étaient dédiées aux serveurs. Donc c'était la salle serveur de l'entreprise, quoi, physique, avec tout ce qu'il fallait. Et derrière, en fait, le site internet de l'entreprise était derrière le modem, donc physiquement dans les locaux de l'entreprise. Mais en fait, ça pose pas mal de problèmes de sécurité, parce que mine de rien, si quelqu'un te vole tes serveurs, tu perds tout. Ou même Il faut que tu fasses s'il y a incendie, pareil, tu perds. incendie, il faut que tu fasses tes backups, il faut que tu fasses tes trucs et tout, il faut que tu gères Le problème, c'est que le matériel physique, ça coûte cher, donc du coup, tu as envie de faire du partage de ressources avec des hyperviseurs qui vont faire des VM, des machines virtuelles qui vont cloisonner les ressources. Enfin, en fait, c'est tout un enfer. Et au bout d'un moment, il y a eu un gros changement qui a été les data centers mutualisés. Donc en fait, là, les entreprises ont arrêté. Là, je parle ça c'est genre avant les années 2000. Hein, Oui, tout à fait. Et donc, il y a eu une époque où c'était la mode des data centers mutualisés dans lesquels tu pouvais louer des VM type, je pense que si je dis OVH, pour que les gens vont connaître, donc sur OVH, tu vas sur la page d'accueil, je pense qu'ils te proposent un serveur, un VPS. Donc en fait, c'est exactement la même chose, sauf qu'on le fait pour toi. Mais derrière, tu as un serveur, ce qu'on appelle bare metal, donc un serveur tout juste installé, et derrière, tu fais ce que tu veux. Sauf que, encore une fois, se sont posés des problèmes de scalabilité, de maintenance, de tout un tas de trucs, de coûts aussi, parce que parce qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de cas dans l'industrie où tu avais envie d'avoir une charge qui était asymétrique, qui était pas, non, c'est pas asymétrique le terme, c'est qui est pas une charge qui n'est pas linéaire, voilà. Tu as envie d'avoir une charge qui est cyclique, et le problème, c'est que un serveur bare metal, en fait, tu le payes tout le temps. Tu installes tes trucs et tu le payes tout le temps. Autre besoin de l'industrie, mais là, c'est plus des grands groupes, donc ça ne concerne pas forcément toutes les boîtes, mais quand même, c'est la partie géographie, en fait, disponibilité géographique. Pour que tu aies un service, par exemple un site web qui ait une latence qui soit assez faible, par exemple en Australie et au Brésil et en France, et en fait, c'est pas si simple que ça. Plus toute la partie gouvernance de données, parce que du coup, vu que c'est en Australie, ce que tu fais, bref, voilà, un enfer quoi. Du coup, non mais faut qu'on se mette, non mais c'est vrai, mais c'est important de le dire. C'est le parce contexte, c'est pour ça exactement. que le cloud n'est pas venu de nulle part en fait, et c'est en comprenant ça qu'on peut comprendre l'intérêt du cloud. D'accord. Et aussi comment s'en servir correctement, accessoirement. Donc en Australie, il faut se mettre dans. Imagine, t'es un CTO d'une boîte qui fait de l'export en Australie. En fait, il va falloir que tu te formes. Genre, attends, c'est quoi les providers de data center australiens? C'est quoi le meilleur? Enfin, faut que j'évite lequel, tu vois?
c'est trop chiant. Et donc, le cloud. Voilà, le cloud, c'est en fait la solution à tout ça. Donc, c'est la capacité de. En fait, quand tu es sur du cloud, tu as un certain nombre de services managés. Donc là, c'est hyper théorique ce que je dis, c'est hyper abstrait, mais Mm. tu as des services managés qui te permettent de, en gros, d'installer, par exemple, nommons-les, hein, par exemple Spark, par exemple Airflow, par exemple des bases SQL, enfin tout ça Ouais. en fait, on Des va te l'installer à ta VM, place. ouais. On va te l'installer à ta place. T'as dit quoi des VM? Ouais. Oui, alors c'est vrai, mais c'est le piège en fait. Donc, non mais on va en parler. Ok. Donc en gros, tu as des services managés comme ça, on te dit, en fait, à la place que toi tu te fasses suer à installer Airflow par exemple, on Mhm. va l'installer pour toi. On va te faire payer un prix qui est, en fait, alors plus cher ou moins cher. Pareil, on peut voir dans quel cas c'est plus cher, dans quel cas c'est moins cher. En tout cas, on te fait Mhm. payer un certain prix. Et derrière, toi, tu as juste à cliquer sur des boutons. Le jour où tu n'en veux plus, tu le supprimes. Tout à fait. D'accord. Et l'intérêt, c'est que euh, Du coup, c'est un service on enfin, demand, il y a quoi. plein. C'est vraiment des services à la demande. Une fois que tu n'en as plus besoin, tu peux t'en séparer. Et peut-être même, ça va résoudre le problème dont tu parlais, qui est, c'est pas linéaire, mais cette fois-ci, on peut surfer sur la charge de Ouais, travail la qu'on a. caractéristique Mm. clé, en fait, un des piliers du cloud sur lesquels, si quelqu'un fait du cloud, il doit être conscient de ça et c'est la notion de scale to zero et de scale to la charge que tu veux. Mhm. Genre, pour rien, en fait, t'as rien à faire à part savoir comment utiliser la bonne option dans le truc. Parce que derrière, en fait, tu vas être dans GCP, par exemple, tu vas avoir, en fait, accès à l'infrastructure que Google utilise pour ses propres services. Ouais. Ce qui est énorme, en Ouais. fait. Parce que eux ont eu ces problématiques-là, de pouvoir avoir un moteur de recherche qui est disponible en France, en Allemagne, en Australie, ce que tu veux. Et du coup, en fait, ils se sont dit, en fait, on va juste proposer exactement la même chose, mais à n'importe quelle entreprise. Mhm. Euh, et donc, oui, et donc du coup, la VM, en fait, tu peux prendre des VM sur le cloud, mais en fait, si tu fais ça, il y a des chances que tu t'y prennes mal. Il y a des chances que tu t'y prennes mal parce que la VM sur le cloud, enfin, le principe du cloud, c'est de pouvoir vraiment rendre ta charge élastique. Et donc, si tu prends une VM sur le cloud, tu es sur une charge linéaire. Donc, D'accord. oui, pourquoi pas, tu vois, par petites touches, pour des Mhm. besoins ponctuels, mais c'est pas censé être avec des VM. Parce qu'en fait, surtout, tu vas les payer beaucoup plus cher. Une VM sur le cloud, ça coûte beaucoup plus cher qu'une VM, par exemple, OVH, tu vois, un truc assez basique. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on parle plutôt de Kubernetes, de prendre Oui, des. D'accord. oui. Ok. Enfin, Ouais. Kubernetes étant un Un exemple, orchestrateur de. Oui, vas-y. Ouais. un orchestrateur, bien sûr, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de services managés GCP qui se basent sur Kubernetes, en Mhm. réalité. D'accord. Et peut-être que dans la data, en fait, je pense que peu de data ingénieurs ou data ce que tu veux, en fait, ont à se farcir Kubernetes. En fait, ce qu'ils ont besoin, c'est de comprendre à peu près comment ça marche et que les services managés qu'ils utilisent sont en fait construits sur Kubernetes. Mhm. Voilà. En tout cas, tu parles beaucoup de GCP. Ça, c'est Ouais, indéniable. ouais. C'est indéniable. Donc, je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu as choisi ce cloud-là par rapport aux autres, par rapport à AWS, à Azure. Pourquoi GCP? Pourquoi GCP? Alors, je recommanderais à n'importe quel data ingénieur. Donc aujourd'hui, il y a 3 gros clouds. Il y a des plus petits, mais pour simplifier, il y a AWS, Azure, GCP. Il y a Mhm. évidemment des plus petits, OVH en fait partie, qui Mhm. adressent des besoins qui sont un peu différents. Tu auras aussi Clever Cloud, par exemple, ou Dataiku, enfin des petits trucs, tu vois. Mais voilà, c'est des trucs de niche. Pour avoir une carrière, disons, efficace, faut se nicher, en fait. Tu peux pas, D'accord. en fait, tu pourras pas comprendre tout AWS, tu pourras pas comprendre tout Azure en même temps et tout GCP. Donc souvent, j'entends les gens qui me disent: «Ah oui, mais au bout d'un moment, j'en avais marre d'AWS, alors je suis parti sur Azure. Mais Ah, j'aimerais bien changer», tu vois? Très bien, Ouais. si ça vous fait plaisir, faites-le. Mais Mhm. c'est pas ce que je recommanderais, en fait. Ce que je recommanderais, c'est vraiment, en fait, d'en choisir un et de le garder, quitte à faire des intermissions. Là, aujourd'hui, je suis en intermission, je reçois plein de propositions d'AWS ou je sais pas quoi, en fait, je les prends même pas. D'accord. Ça Mais ne justement, m'intéresse pas. ça a du pour et du contre parce que ça me renvoie à l'un des épisodes qu'on a fait sur un ingénieur et d'être spécialiste ou bien généraliste, tu vois, parce que là, j'ai l'impression qu'on rentre vraiment dans ceux qui travaillent avec le cloud en général.
et ceux qui travaillent avec un cloud spécifique. Et toi, tu vas plutôt rentrer dans cette case-là de je préfère être spécialiste d'un cloud plutôt qu'être un généraliste de tous les clouds. Mais après, attention, moi alors, ça va paraître contradictoire, mais je vais pousser aussi pour être généraliste. Mhm. Par exemple, tu peux avoir des entreprises qui ont des stratégies de cloud hybrides, qui vont avoir une stratégie de cloud AWS et Azure. D'accord. Ou alors, carrément, des entreprises qui vont avoir des stratégies de cloud GCP, AWS et Azure. Ok. Bon, et ben, même le fait d'être ingénieur data cross AWS, GCP, Azure, c'est en soi, je trouve, une spécialité. Ok. Mais ça t'empêche pas de généraliste. Non, mais c'est vrai. Parce que derrière, imagine, tu fais ça sur une boîte. En fait, au début, tu vas galérer de façon équivalente à tous tes collègues, etc. Mais demain, tu as ça. En fait, tu vas présenter ton CV à une autre boîte qui fait. Alors, ce sera difficile de trouver exactement les mêmes conditions, donc les trois clouds à la fois, mais peut-être que tu trouveras une boîte qui se fera du GCP et du AWS. Et là, tu pourras dire, bah regardez, en Mais est-ce fait, que je tu penses suis. pas que si tu te vends en tant qu'une personne qui connaît 3 clouds, finalement, on a l'impression que tu connais aucun? Bien sûr, chaque stratégie a ses forces et ses faiblesses, Mhm. mais je reste persuadé et convaincu que trouver ta stratégie. En fait, à partir du moment où c'est cohérent et où tu focuses sur cette stratégie-là, ça va payer un jour, c'est sûr. Les gens D'accord. vont finir par savoir que machin, et ce sera naturel en fait. Regarde, en fait, tout est en fait, ouais, en fait, il y a des stratégies pour pouvoir se mettre en valeur, mais en fait, tu peux très bien, au début, pas trop raconter aux recruteurs que tu es un spécialiste de tous les clouds, parce qu'effectivement, ça tient pas la route. Par contre, Mm. sur ton CV, ce que tu peux avoir, c'est par exemple 5 expériences qui montrent que tu as été sur plusieurs clouds à la fois. Et donc, du coup, là, le jour où tu vas euh, même d'ailleurs, ça peut être le titre de ton CV, genre tu peux écrire data ingénieur cloud hybride. Oui, c'est tout à fait ça, Et du exactement. coup, là, le mec, il va avoir le titre de son CV, il va dire ah tiens, cloud hybride, pourquoi? Il va avoir 5 expériences avec à chaque fois du hybride à chaque fois. Bah, du coup, il va Après, dire ok, je comprends. ça demande une charge de travail supplémentaire, hein, faut pas se mentir. Au début, oui, mais pas sur la durée. Ouais, mais au début, c'est quand même une forte charge de travail parce que moi également, je travaille sur GCP, j'ai travaillé un peu sur Azure, j'ai touché que à du S3 sur Amazon du coup, et je t'avoue que quitte à travailler sur du cloud, je préfère rester que sur GCP, hein. Ah mais c'est normal. Et effectivement, quand tu débutes, d'autant plus quand tu commences, toi, tu as 2 années d'XP, c'est ça? Ouais. Eh bah non, la stratégie multi-cloud, elle est compliquée. Mm. Enfin, c'est possible, mais c'est pas souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est de se focaliser sur un cloud et de continuer sur celui-ci. Et Mm. après, en fait, tu vas finir par comprendre quelles sont les forces de ton cloud, qu'est-ce que ton cloud te permet de faire, c'est Mhm. quoi les Les milieux dans lesquels limites. tu vas. Par exemple, Azure, c'est full bancaire, donc bah du coup, Ouais. mais c'est une synergie, genre, c'est-à-dire que du coup, les clients, ils vont apprécier que tu as fait 5 expériences de 2 ans chacune dans du Azure bancaire. En fait, ils vont se dire, mais Mm. cette personne-là, c'est exactement celle que j'ai besoin. Mhm. D'accord. D'accord. Et donc, juste pour juste Alors pourquoi ouais, c'est GCP? ça, je voulais Je, justement je qu'on réponds. revienne dessus. Pourquoi GCP? Bah en fait, c'est pour il y a une partie d'opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas choisi GCP, c'est juste que ça a été le premier auquel j'ai été exposé. OK, d'accord. Donc et derrière, ça a facilité d'être exposé à nouveau à ce cloud. Le piège aurait été, le piège eût été de passer sur un autre cloud. J'avoue qu'à l'époque où j'ai eu le choix, en fait, j'avais pas cette stratégie en tête, mais en fait, mais si là, je reviens dans le passé, en fait, enfin, c'est sûr que je refais ça. C'était des bons choix, je pense. Et donc, en fait, il y a une part d'arbitraire, c'est que j'ai été exposé à ce cloud-là, Mhm. et il y a aussi une part de, bah, en fait, dans la data, c'est quand même le cloud un peu roi. Enfin, Ah bon? J'aurais voilà. plutôt misé pour AWS. Ça- Je sais pas. ouais, ça dépend. C'est Pourquoi? discutable. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au vu plutôt des missions. Tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes sur Internet, quand tu fais un petit sondage sur Internet, le nombre de missions qui sont proposées sur AWS, parfois, l'emporte sur GCP. Après, GCP, c'est très. Il y a un service GCP qui est très demandé, BigQuery, mais, globalement, j'ai l'impression que c'est AWS qui mène le jeu. J'en parlais C'est avec discutable, hein. un SRE qui a pas mal Mm. d'ancienneté. En fait, Mhm. AWS et Azure ont les meilleurs commerciaux. Donc, bah, c'est vrai. En fait, D'accord. c'est les clouds qui sont les plus déployés. Mhm. En fait, GCP a les moins bons commerciaux, mais c'est un cloud qui a des services qui sont très performants. Bah, BigQuery notamment, c'est Mhm. genre le différenciateur et
la killer technologie de GCP, mais Ouais. il y a aussi plein de trucs. Cloud Composer est un excellent service manager. Mhm. Et voilà, en fait, en gros, c'est pour schématiser, mais en tout cas, j'ai mes intérêts à rester sur GCP du côté technique. Mm. Maintenant, effectivement, côté nombre de missions, tu as raison, AWS et Azure, il y a plus de volume. Je D'accord. le pense, j'ai pas de chiffres, mais en fait, il me semble. Et d'ailleurs, j'étais en train de faire une liste des entreprises par cloud, et effectivement, on retrouve ce que tu dis là. Ah ouais, Voilà. super. Ok. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu de façon non exhaustive les différents services que tu as déjà eu à utiliser sur le cloud GCP? Quelques services, hein, pas forcément. BigQuery, Composer. Et est-ce que tu peux expliquer? Parce que c'est surtout ça l'intérêt. Nous donner c'est quoi l'objectif en fait de ce service, tu vois? Pour que les gens ne connaissent pas. BigQuery, en gros, c'est une base SQL orientée colonne Mm. qui scale autant que vous voulez, et c'est une base pay as you go, donc c'est-à-dire que c'est une base. Ça, c'est partie des caractéristiques du cloud. En fait, ce qui est intéressant sur BigQuery, c'est que à la base, les bases de données, tu avais besoin d'avoir des serveurs qui tout le temps faisaient tourner la base, et du coup, si tu n'avais aucune requête, tu payais dans le vide. Ouais, L'intérêt de BigQuery, c'est que tu ne payes que les requêtes que tu fais. Enfin, tu tout payes à aussi le fait. stockage, Le pardon, stockage, ouais. mais tu payes pas les serveurs qui vont faire les requêtes. C'est un Mm. vrai game changer. Sachant que même pour le stockage, il y a une nuance, tu vas payer le stockage, tu payes pas le stockage dormant, tu paieras que, enfin ça dépend de Tu le certaines payes moins choses. cher, mais tu payes quand Voilà, même. ouais, ouais, exactement. Ok, et Donc d'autres BigQuery, services? grosse base de données orientée SQL, orientée colonne. Mhm. C'est une base, le terme c'est OLAP. Je laisserai les D'accord, gens regarder entre OLAP et OLTP, ok. m'étant pas. Donc c'est une base Là, tu OLAP. parles du warehouse, c'est ça? Du warehouse. De l'entrepôt de données, BigQuery? Oui, data warehouse. BigQuery sert à faire des data warehouse, Mhm. des data lake, des data lake house. Mm, ok. Je m'étends pas. On va Mais pas ça renvoie à ça. s'étendre sur ce sujet-là parce que Ouais, c'est ça encore renvoie un à ça, autre. quoi. Ouais, BigQuery. d'accord. Et après, tu vas avoir donc Cloud Composer, qui est un service manager Airflow. Donc là, tout à l'heure, on parlait de service manager en étant un peu abstrait. En fait, Mhm. si tu veux utiliser Airflow, qui est un gros truc dans la data, sur ton poste de travail, tu peux le faire. Il y a un tutoriel sur la page de Airflow, vous allez regarder, ça prend 5 lignes, et bam, tu as un Airflow qui fonctionne. Mais en local. Mhm. En fait, si tu veux installer un vrai Airflow en production, qui tourne et qui scale et qui machin et machin, c'est beaucoup plus compliqué. C'est difficile à gérer et tout. En fait, t'as pas envie de gérer ça. Et Ouais. donc, Google l'a fait pour toi, et il l'a fait dans un service qui s'appelle Cloud Composer. Ça coûte, je crois que c'est difficile d'avoir un Cloud Composer qui coûte moins que 300 balles par mois. Donc c'est quand même un peu cher. Enfin, ça peut paraître un peu cher comme ça, mais Mm. en vrai, pas tant que ça, parce que finalement, quand tu regardes le prix que tu coûtes toi à la journée, là, t'as tout le truc qui est en direct, quoi. D'accord. Airflow, c'est un Ouais. orchestrateur, donc Composer, c'est le Service Manager GCP de Ok. Airflow. Et donc, un orchestrateur, c'est quoi? C'est quelque chose qui va dire à telle heure, fais telle chose. Et ensuite, qui va dire, une fois que tu as fait ça, fais ça. Puis Mm. fais ça, puis fais Mhm. ça. Ça sert à faire quoi? Du coup, à faire des data pipelines, donc des tâches qui s'enchaînent les unes Mm. après les autres. Et c'est en général dans la data ce qu'on a envie de D'accord. faire. Et donc là, tu nous parlais Après, d'Airflow, oui. Et donc, de Dataflow, ça sera. Dataflow, c'est un gros service utilisé dans GCP aussi. En fait, GCP, c'est pharaonique. Enfin, il y a 12 000 services, mais il y a quand même certains qui reviennent plus souvent que d'autres. Dataflow fait partie Mhm. de ceux-là. Dataflow, c'était... tu vois, on parlait de trucs techniques, de force technique de GCP. Dataflow, en fait, dans la data, il y a deux façons de traiter la donnée, c'est le batch et le Ok. streaming. Batch, streaming, je n'explique pas, les Ouais, gens tout à fait. regarderont. Mais ça demandait d'avoir des façons de faire, du code différent, enfin des choses un peu différentes dans Mhm. l'approche, et c'était pas trop compatible. En fait, Dataflow avait l'ambition de réconcilier les deux mondes, en fait. C'était assez fort de café parce que c'est quand même très différent de faire du batch et du streaming, et donc ils se sont proposé le modèle Dataflow. Il y a un papier de fondateur de ça je l'ai regardé, je l'ai pas trop lu, mais enfin, en vrai, je pense pas qu'ils aient réussi à faire ce truc-là parce que c'est quand même compliqué. Bon, mais en fait, l'idée, c'est voilà, de pouvoir traiter des gros Mm. volumes de données avec une base de code identique euh, pour faire ça. D'accord. Voilà. Et oui, Dataflow est orienté gros volume de Ok. données. Intéressant.
Et donc, d'autres services? Et quand je dis quand je dis gros volume, c'est vraiment gros volume. C'est pas pour, faites pas, enfin si vous avez, je sais pas, 1 giga de données, c'est pas gros en fait. 1 giga de données analytiques dans BigQuery, en fait, c'est Ouais. rien du tout. Ça peut paraître beaucoup, 1 giga, parce que ça fera des millions, des dizaines de Mmh. millions de lignes, Tout mais en fait, à c'est pas fait. beaucoup. Ça, c'est un piège. Et Dataflow, c'est vraiment pour beaucoup plus de volumétrie. En fait, c'est un peu comme BigQuery, ça va scale jusqu'à très D'accord. loin. Et est-ce que tu as d'autres services que tu as déjà eu à utiliser, ou est-ce que dans son métier de data ingénieur, tu vas vraiment te concentrer sur BigQuery, sur Cloud Composer et un peu Dataflow? Ou est-ce que tu en as d'autres? Là, comme ça, attends, donc GCP, Composer, Dataflow, Bon, en BigQuery. tout cas, c'est un... Alors, dans l'écosystème Google, il y a Mm, Looker aussi mm, pour la data viz. Ça, je le mm, présente pas trop, mais Looker, c'est le service payant, donc pour entreprise, en gros, assez grosse qui veut mettre, parce que ça coûte cher, quoi. mm, Mais derrière, c'est plus adapté. Et tu vois, bah pareil, le différenciateur de Looker par rapport à Power BI, qui sont les deux gros, mhm. quoi, on va dire, c'est la capacité d'écrire tes dashboards sous forme de code. Alors que dans C'est Power intéressant. BI, enfin oui, Ouais. dans Power BI, tu écris du code aussi, mais tu peux pas, enfin Mm. tu peux pas écrire du code que tu vas versionner. En fait, c'est du code qui va être dans Power BI. Et ce que tu vas sauvegarder, ce sont des Mhm. fichiers, j'ai oublié le nom du format, peut-être que tu le connais toi. Il y a un Je- format, enfin en gros, tu versionnes tu peux exporter tes dashboards avec des fichiers point quelque chose qui sont liés à Power BI, PBX ou PBI ou PBT, je sais plus. D'accord. Mais du coup, tu ne peux pas voir les différences entre les changements de version. Tandis qu'avec Looker, en fait, tout a été pensé pour que tu versionnes du code et que tu puisses voir le diff dans des pull requests. Mm. Ouais. Je crois que c'est une problématique que beaucoup d'éditeurs ont, hein. Même Dataiku DSS a cette problématique-là, du fait de quand tu versionnes tes différents bundles, c'est comme ça que ça s'appelle dans Dataiku, t'auras pas le code, mais tu auras effectivement une sorte de... Enfin, tu auras des choses, mais qui sont propres à Dataiku. Et tu pourras pas du coup retrouver des différentes versions là-dessus. Mais oui, je vois un peu de quoi tu parles. Le versionning, la capacité à versionner, la capacité à faire évoluer un morceau d'infrastructure avec des diffs et des pull requests et git, etc. Ça, c'est super Mhm. demandé, ça, c'est super important. Et du coup, bah, Looker s'intègre là-dedans. Ça a été D'accord. construit vraiment, les fondations, c'est ça. C'est un peu moins customisable visuellement. En même temps, Mhm. pour des données analytiques, franchement, on s'en fiche, hein. Ça, les gens Ouais. qui disent «Ah, Power BI, c'est plus beau et tout», enfin, je suis là en mode «Mais on s'en fout, en fait». Enfin, non, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, il y a quand même des cas en entreprise où tu as envie Mm. de pimper ton dashboard. Bon, bah, Looker ne peut pas répondre à ce besoin, mais au moins, Mhm. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire un peu, aujourd'hui, est-ce que tu retrouves des missions qui n'ont pas de cloud? C'est-à-dire des missions qui sont pas orientées cloud? Parce que euh, enfin, j'ai l'impression que le data ingénieur du 21e siècle, de 2023 à 2024, sera un data ingénieur vraiment orienté cloud. je pense avoir reçu quelques. Là du coup, sur LinkedIn, j'ai tagué disponible, donc j'ai reçu Mhm. plein de leads, enfin de recruteurs qui m'envoient des emails et tout. Je pense avoir Mm. reçu peut-être 2 ou 3 propositions de mission qui n'étaient pas liées à du cloud. D'accord. Et plus qu'une impression, c'est même théorisé, c'est le livre qui s'appelle Fundamentals of Data Engineering, les éditions Mhm. Aurélie. Les auteurs, ils le disent en fait, genre ils disent, bah, en fait, ce qu'ils auraient voulu, c'est parler uniquement de data ingénierie et laisser de côté le reste, donc la data science, etc. Mais en fait, ils disent, on ne peut pas ignorer le cloud. En fait, c'est trop intrinsèquement lié à ça. Donc, on ne Ouais. peut pas faire autrement que de parler de cloud, et donc du coup, ils parlent de cloud dans leur bouquin. Et D'accord. ça met une grosse partie. Donc ça veut dire que très bientôt, la data sera vraiment complètement liée au cloud, quoi. Tu auras toujours des cas qui seront à la marge, des cas hyper particuliers, Ouais. mais oui, oui. Donc en fait, aujourd'hui, il vaut mieux, pour ceux qui sont encore à la traîne, commencer à se documenter, à s'informer par rapport au cloud. Choisissez-en un et éduquez-vous là-dessus. Oui, oui, de toute façon. En fait, même si les gens ne le font pas, ça va leur tomber dessus, en fait. Donc, bah, c'est vrai. D'accord.
Donc ils ont pas le choix, quoi. Et est-ce que tu peux donner des conseils justement par rapport à ça aux personnes qui, bah, du coup aujourd'hui, entendent parler du cloud et comprennent qu'ils veulent pas que ça leur tombe dessus, mais ils préfèrent, prévenir ça et donc ils veulent se former là-dessus? Est-ce que tu peux donner des conseils? Comment on Donc fait pour quelqu'un se former? qui serait en Qui serait conversion, un data ingénieur, qui serait un data ingénieur aujourd'hui qui est déjà un et data qui ingénieur, mais qui est un peu c'est ça, à la traîne sur le cloud. exactement, et qui veut éviter, bah, du coup, de rester à la traîne et donc qui voudrait se former là-dessus. Comment est-ce qu'il se prend? Comment est-ce qu'il s'y prend? Bah, je pense que ça n'existe. Alors, je pense que ton cas n'existe pas. C'est-à-dire, en fait, t'es forcé. Attends, parce que si t'es data ingénieur aujourd'hui, t'as forcément été exposé au cloud. Ce que tu veux dire, c'est peut-être. Pas forcément, pas forcément, parce que, Ouais. moi j'ai été exposée au cloud, ça fait pas longtemps, hein. C'est vrai que j'étais déjà curieuse du cloud, tu vois? Mais je veux Toi, dire par rapport à toi, des t'es, missions cloud. toi, t'es analyste, ingénieur ou scientiste? Je suis, ingénieure. Ok. Donc, moi, je peux dire que aujourd'hui, tu vas retrouver encore des missions ou des personnes qui travaillent, en tant que data ingénieur, mais sur, du on-premise, par exemple. Non, mais c'est vrai. Alors peut-être que je sous-estime cette partie-là. Reste que Ouais. ça doit quand même être minoritaire. Mais peut-être que je la sous-estime, à vrai dire, peut-être. Mmh. Alors, comment. Bah, en fait, il y a un. Bah, alors, en soi, la stratégie la plus simple, ce serait de regarder quelle est la certification du provider, Mmh. la certification orientée data ingénierie. Donc, par exemple, sur GCP, tu as la formation, t'as la GCP Data Ing. Exact. Il y a aussi la GCP Data Architect. Mais c'est très bien documenté, hein. Je le dis, parce que j'en ai fait l'expérience. Bon, après moi, je travaillais déjà sur GCP quand j'ai fait la formation, enfin quand j'ai fait la certification, mais GCP, Google Cloud, du coup, a très bien documenté, ses formations et puis sur Udemy, il y a de très bonnes formations. Data Academy va en proposer également, donc je pense qu'il y en aura de quoi faire. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est. Voilà. En fait, il y a un autre truc aussi que dans ta question que ta question révèle pas, mais qui est important à dire, je pense, c'est que Mmh. même si toi tu fais de ton côté tes devoirs et que tu fais des projets de ton côté, souvent il y a les projets perso, on Ouais. parle de ça dans les conseils. Les projets perso c'est bien, mais c'est difficile à faire valoir, à faire valoriser. Il y a certaines personnes qui vont être sensibles à ça et qui vont regarder un petit peu. Mmh. Il y a d'autres personnes qui vont, bah, en fait, pas considérer ça. Donc, l'intérêt de la formation GCP, c'est qu'elle donne une preuve sociale, en fait. En fait, même si tu peux être bien meilleur en GCP en faisant des projets perso, je le pense, Mmh. au bout d'un certain temps, et en étant, en s'y prenant correctement, en faisant attention aux ressources sur lesquelles tu vois, en faisant gaffe, en fait, pas en faisant n'importe quoi, parce que, encore une Ouais. fois, le cloud, c'est aussi un piège à n'importe quoi. Et Mmh. ça, les entreprises l'ont bien compris et elles font la chasse à ça. Mmh. C'est pour Par ça d'ailleurs exemple, que des métiers comme le FinOps, d'ailleurs, voilà. je travaille aujourd'hui sur une mission de FinOps, sont nés justement. Ces métiers-là sont nés pour éviter de faire n'importe quoi. Voilà, donc attention avec les projets perso, c'est aussi le risque, c'est de faire des choses qui n'ont pas de sens. Euh, et par exemple, faire un projet avec full VM, bah en fait, c'est pas fait pour ça. Mmh. Donc, ouais, en fait, la preuve sociale, en fait, ça va être important. Parce qu'en fait, ok, imaginons que tu fais 12 000 projets perso et derrière, tu as un super portfolio, mais derrière, en fait, il va falloir expliquer au recruteur. Alors qu'en fait, Exact. dire j'ai la formation GCP Data Ing, le recruteur, il fait ok, c'est bon. En fait, tu lui as montré un drapeau blanc, en fait, c'est bon, tu passes l'étape suivante, quoi. C'est fini. Tout à fait et même tu peux bien négocier ton salaire, grâce à ça. Tu- tu- Donc Ah, tu je n'es pas sais pas. d'accord? Bah, je sais pas, Parce que d'ailleurs, c'était je l'ai l'une pas de moi, mes donc. questions, moi. L'une de mes questions, enfin, la question suivante, c'était justement de savoir est-ce que tu as eu l'impression qu'en passant sur le cloud, tu as aussi eu un gap au niveau de ton TJM ou de ton salaire? Hmm, c'est une question qui est intéressante. Mhm. Et je vais la prendre à l'envers et on va quand même tomber sur une réponse qui va t'intéresser, je pense. C'est que la plupart des grands groupes aujourd'hui sont cloud native, ce qu'on appelle cloud native. Enfin non, pas forcément cloud native, mais cloud first. Voilà, cloud first. Ok. Parce que les grands groupes ont compris que c'était difficile d'avoir une infrastructure at scale. En fait, les grands groupes, il y a une différence entre les petits groupes et les grands groupes par rapport à l'échelle sur laquelle tu as envie d'exécuter tes données. Mhm. Un petit groupe de, je sais pas, une petite entreprise, une start-up de 50 personnes, Ouais.
en fait, qu'elle fasse du cloud ou des VM OVH, d'ailleurs, enfin, le prix sera tellement infime et les problématiques seront tellement... En fait, les erreurs que tu feras, ce sera dans l'épaisseur du trait. Par contre, un grand groupe type CAC 40, en fait, lui, si dans son infrastructure, il fait des erreurs de scalabilité, ça va lui coûter très très cher. Ouais. Et oui, et donc en fait, il va préférer utiliser l'infrastructure que Google a développée pour ses propres besoins et dans laquelle Google a investi des milliards de dollars, même peut-être plus, en fait, peut-être des dizaines ou des centaines de milliards, je ne sais pas, j'ai pas l'ordre de grandeur, mais en fait, préfère utiliser ça parce que parce qu'en fait, tu vas, ce sera plus efficace d'essayer de comprendre, de passer de l'énergie à comprendre comment est-ce que Google a fait et comment est-ce que toi tu peux faire pareil, plutôt que à vouloir tout refaire de zéro. Même si le cloud, comme tu l'as dit, le cloud c'est compliqué, il y a des choses qui sont compliquées dedans. Mais en termes d'efficacité énergétique, tu as aussi une forme de, de garantie que ça va fonctionner, puisque ça a fonctionné pour Google, donc pourquoi ça ne fonctionnera pas pour toi? Ouais. Donc ça c'est un élément de l'équation. Maintenant, comme les grands groupes tendent vers ça et sont attirés par ça, eh bien, en fait, les salaires les plus élevés sont dans des groupes qui sont les plus gros. C'est mécanique. Enfin, c'est pas toujours le cas, attention. Mais je suis sûr que si on faisait une régression linéaire ou je sais pas quoi, on verrait une tendance. D'accord. Donc, voilà, ça Donc répond quelque peut-être à ta part question. en tout cas, oui, ça répond un peu à ma question effectivement. Mais je reste quand même curieuse, tu vois? Je reste quand même sur ma faim. Est-ce que tu penses, quelque part que, Que le cloud, bah après, je vais donner un autre élément, mais j'en sais rien, j'ai pas les chiffres en tête. Ouais. Probablement que oui, et en fait, si tu me poses la question, c'est probablement que tu y réfléchis parce que tu as dû avoir un signal faible qui t'a donné l'intuition que c'était le cas. Et je Ouais. pense que En tout cas, c'est une bonne intuition. ma propre expérience, de ma propre expérience, j'ai l'impression que quand tu te vends en tant que data ingénieur cloud et data ingénieur tout court, il y a une différence. Je vais appuyer avec un autre élément aussi, c'est que on a parlé de cloud tout à l'heure. Là, il faut que les gens repensent à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le cloud te donne la capacité, en un seul clic, quand tu connais bien les mécanismes qu'il y a derrière, d'avoir des effets de levier sur des charges de travail ou des trucs en fait. Par exemple, comme tu dis, non, le FinOps, c'est pas le bon exemple, mais en fait, si tu t'y prends bien, tu peux faire des effets de levier sur ton travail en tant qu'ingénieur que tu peux pas avoir on-premise en fait. En fait, si tu tapes à la main des constructions de dataware un peu compliquées et tout, et bah, il y a au bout d'un moment un effet de scalabilité que tu ne peux avoir que dans le cloud. Et donc forcément, c'est cet effet de scalabilité qui va générer plus de... qui va attirer, magnétiser des produits qui vont avoir un plus gros ROI, retour sur investissement, et donc sur lesquels les entreprises vont avoir envie de payer des gens plus cher dessus. En fait, c'est mécanique. Voilà. Ouais. D'accord. Ok. Ben, non, assez intéressant. Et est-ce que de ta propre expérience, tu peux nous expliquer comment toi, du coup, tu as fait pour te former sur le cloud? Parce que on a passé vite cette question-là par rapport à comment les gens peuvent se former eux, mais toi, comment tu as Est-ce fait que du moi, coup pour... je n'ai pas je sais pas data Ing. Bah, en fait, ça me gonfle ces trucs-là parce que, en fait, ça me gonfle parce que je sais que je vais devoir apprendre des choses qui vont pas me servir. Donc du coup, moi, je me suis formé par le besoin. En fait, c'est-à-dire en gros, il se trouve que j'ai eu la chance, et c'est une vraie chance, de rentrer dans des entreprises qui faisaient du cloud, mais sans forcément avoir le, le bagage qui allait avec en entrant, parce que, en fait, la raison pour laquelle j'ai été recruté, c'était une autre compétence qui était recherchée, et derrière, j'ai été exposé à des pratiques qui m'ont, enfin, dans lesquelles j'ai eu à apprendre un peu tout seul, du coup. D'accord. Mais j'ai pas, genre lancé le cloud dans une startup. J'ai pas été l'ingénieur principal du cloud d'une startup en partant de zéro. J'ai pas fait des projets perso. Moi, mes projets perso, entre guillemets, je me suis formé sur d'autres trucs, notamment sur le langage Python, par exemple, sur le développement back-end, sur tout ce qui va être base de données SQL. Enfin, moi, à la base, je suis un ingénieur logiciel. Je suis pas un data ingénieur. D'accord. Donc mes projets perso, ils sont pas sur ça. Et en fait, j'ai été recruté dans des boîtes pour ces compétences-là, en ingénierie logicielle, et il se trouve que ces boîtes-là étaient sur du GCP. Donc du coup, bah, après, en fait, forcément, tu as des collègues qui vont savoir faire un truc, derrière, tu as des bouquins, tu as plein de bouquins qui vont en parler
très très bien aussi. Mhm. Ah oui, un truc, alors un type qui est vraiment, je trouve, euh, hyper efficace pour approcher un nouveau sujet, et ça je l'ai fait pour le cloud. Mhm. En gros, mettons, mais typiquement, tu as le cas du data scientist qui veut devenir data ingénieur. Mhm. Donc, tu as tes compétences de data scientist, tu vois à peu près ce que c'est que la data ingénieur, mais tu sais pas trop ce que c'est en détail. En Ouais. fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur YouTube et je me suis bouffé des vidéos de tutoriels, en fait, mais en vitesse x2. Et en fait, je comprenais rien à ce qu'ils disaient, mais ça, c'est une technique que j'ai vu d'autres personnes utiliser, et en fait, je trouve qu'elle est vraiment efficace. En fait, elle va être un peu brutale, un peu bourrin, Ouais. mais en fait, c'est une des plus rapides que je trouve. Si t'as pas la capacité de faire autrement, si t'as un peu honte de demander à tes collègues, en vrai, je pense que la meilleure méthode, c'est de demander à tes collègues, en fait. Ouais. Mais tu peux Ok. pas leur demander tout le temps non plus. Mais Donc après, après, parfois, t'es même pas recruté tant que t'as pas une expérience cloud. oui. Donc t'as pas de. Oui, mais ce que je vais dire là, ça ne te permettra pas de te faire recruter. En fait, la technique que je vais dire là, c'est une Hmm. fois que tu es recruté et que D'accord. tu es face à un cas. Le problème, Ok. c'est que pour être recruté, tu peux avoir en fait les projets perso que tu veux et les compétences que tu veux. Si tu n'as pas Mhm. la capacité de les appuyer avec des expériences pro, ça ne marchera pas. Il va D'accord. falloir que tu aies la preuve sociale, et la preuve sociale, tu peux la, tu peux Acquérir avec des en certifs avoir. dont on parlait Alors, là. tu peux en avoir une version moins puissante avec Hmm. une certification. La Ok. certification, c'est censé appuyer. Par exemple, si tu dis j'ai 3 ans dans AWS avec la certif qui va bien, là c'est bon, il n'y a aucun problème, on te fait confiance. Par contre, si tu Tout à as fait. juste la certif, Il te voilà, faut, il te faut un projet GitHub ou GitLab à côté. bah même ça, non, non. Les projets perso, on va dire que c'est l'arme, c'est la dernière arme, je pense. Si jamais t'as pas l'opportunité de le faire. Moi, les projets GitHub, en fait, souvent les gens me disent, t'as pas un GitHub ou je sais pas quoi. Enfin non, c'est pas souvent, c'est quelques fois on me le demande, parce que en fait, Mhm. on me le demande plus aujourd'hui. En Mhm. fait, je dis, en fait, mes GitHub, j'ai arrêté, ça ne sert plus à rien. Vous allez voir mon GitHub, il est vide, en fait. Vous allez me dire, mais c'est qui ce type? En fait, vous allez dire, mais en fait, il sait rien faire. Hmm. Vous allez voir des projets qui ont 5 ans ou même plus enfin, ça ne me sert plus à rien, en fait. D'accord. Euh, Bref, la certif. La technique que je voulais donner, c'était en gros s'enchaîner des vidéos. Donc, il y a plein de gens qui font du live coding ou des tutoriels, des trucs comme ça. Donc, Ouais. tu t'enchaînes toutes ces vidéos-là, tu les regardes des différentes sources. En fait, les gens ils répondent à des questions souvent comment faire ça avec ça. Du coup, Mhm. tu regardes plein de vidéos comme ça, et au bout d'un moment, tu vas avoir dans ta tête, en fait, tu vas avoir les zones de chaleur. En fait, souvent, le problème avec une nouvelle techno, c'est que tu as une documentation en ligne qui est très bien, mais Ouais. qui est juste trop grand. En fait, tu sais pas qu'est-ce que c'est qui est important, en fait. Qu'est-ce qui est important dans une nouvelle techno? Et ben ça, tu vas pouvoir le comprendre par déduction, en fait, en fonction de ce que les gens répètent, les points communs à toutes ces vidéos-là de tutoriel. Genre, si tout le monde dans Airflow te montre l'écran un peu caché, mais celui-là, tu vas savoir que cet écran-là, c'est une zone de chaleur qui est importante. Et donc ensuite, par derrière, tu vas pouvoir lire la doc de ça en détail. Il y a des chances, en fait, que ça correspond à tes besoins à toi. D'accord.